Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau et merci à Faisal Afied, Managing Partner de Climb. Merci Faisal d'être avec nous ce matin pour évoquer ce sujet ô combien discuté du financement de l'innovation en Europe et aux États-Unis. C'est un sujet effectivement dont on parle beaucoup. On en a déjà parlé sur ce même plateau l'année dernière. Et on a coutume de dire sur ce sujet que le financement des startups en Europe est toujours un petit peu en retard par rapport aux États-Unis. Cette année ne fait pas exception. On constate que notamment on est en retard, mais en plus on est en recul par rapport aux années précédentes. Est-ce qu'on a des chiffres plus précis sur le marché de la cybersécurité sur ce point ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en matière de levée de fonds, je vais vous donner un multiple. C'est beaucoup plus parlant que des chiffres. Je peux vous donner des chiffres également. Aujourd'hui, en 2023, sur l'année 2023, 22 fois plus de fonds ont été levés dans la cybersécurité aux États-Unis par rapport à l'Europe, en incluant la Grande-Bretagne, qui est un marché en plus profond. Donc UE plus Grande-Bretagne. Donc 22 fois, ça factorise à la fois le capital risque, les introductions en bourse. On sait que les Américains ont cette chance d'avoir le Nasdaq, qui est un marché profond et abondant et qui leur permet de lever beaucoup de capital, le LBO et également les mergers, c'est-à-dire les fusions. Donc beaucoup plus de capital de manière sensiblement plus abondante aux États-Unis et en particulier dans la cybersécurité. Donc ça représente, pour vous donner en valeur absolue à quoi correspond ce multiple, ça représente 5 milliards d'euros levés en Europe plus Royaume-Uni dans la cybersécurité versus 109 aux États-Unis sur l'année 2023. Et en plus, les Américains connaissent une croissance, une intensification de ces investissements entre l'année 2022 et 2023, alors que nous, en Europe, ça a plutôt tendance à avoir baissé, puisque l'année 2022, on avait closé l'année à 18 milliards levés en consolidé sur tout le continent, pour 5 milliards en 2023. Donc c'est une baisse de 70% quand même. Donc voilà, ça vous donne quelques métriques pour entamer la discussion. Oui, les chiffres sont assez parlants en effet. Et qu'est-ce que ça traduit de la santé, du dynamisme ou du non-dynamisme, je ne sais pas, de l'écosystème européen ? Alors il y a un effet de conjoncture déjà, puisque quand même au cours des années antérieures, la tendance était quand même plutôt à une augmentation des investissements. Mais pour le coup, les Américains l'ont vécu aussi, en particulier dans le capital risque. Mais pour le coup, toutes les industries de défense ont plutôt été résilientes dans cette conjoncture défavorable des levées de fonds pour toutes les autres industries. Donc les Américains, eux, sanctuarisent plutôt leurs dépenses militaires et de défense, là où nous, en Europe, en fait, l'industrie de défense a pâti également de la conjoncture. Donc ça, c'est un premier sujet. La raison est assez simple. Aux États-Unis, il y a désormais un retour en force des fonds de capital risque dans l'investissement de défense. Excusez-moi. Historiquement, les fonds de capital risque de la Silicon Valley avaient boudé le secteur de la défense pendant une trentaine d'années. La Silicon Valley, c'est l'endroit de la contre-culture. Stanford, par exemple, en 1970, avait interdit les recrutements des GIs et les recrutements militaires sur son campus. Voilà, donc il y avait cet état d'esprit. Et on a un retour en force depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de l'investissement des capitaux risqueurs de la Silicon Valley dans l'écosystème américain. C'est très sensible. Je vous cite une phrase qui a été beaucoup reprise aux États-Unis d'un partenaire d'un fonds très prestigieux de la Silicon Valley qui s'appelle Andreessen Horowitz, qui a dit « Democracy needs a sword ». La démocratie a besoin d'une épée. Et ça a été c'est ce qui a marqué un peu le kick-off des investissements de la Silicon Valley massifs et le retour en grâce dans les investissements de défense. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les Américains ont cette capacité à investir, ce qu'on n'a pas en Europe, à investir massivement au niveau early stage, c'est-à-dire pour les startups dans une phase de développement précoce, et à investir de l'argent public, qui n'est pas que de la subvention. En Europe, on sait faire de la subvention pour ces entreprises-là, mais la brique suivante, qui est celle de la commande publique, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. La commande publique, en Europe, est préemptée par les grands industriels de défense. Là où les Américains n'ont aucun problème à mettre énormément de commandes publiques au niveau d'une start-up.
Il y a des exemples assez édifiants, par exemple la start-up Enduril, qui est un beau succès aux États-Unis et qui a eu tout ce continuum d'aide, d'abord des aides publiques sous la forme de subventions, ensuite un niveau très précoce, et c'est ça la différence avec l'Europe, de la commande publique du Pentagone. Et grâce à cette commande publique du Pentagone, vous allez voir les capitaux risqueurs en leur disant j'ai l'onction de l'État via une grosse commande du Pentagone, et là vous faites levier et vous vous retrouvez avec des giga levées de fonds, et donc on tombe dans l'écueil dans lequel on est, c'est-à-dire un écosystème qui connaît, même dans une année qui est plutôt une année difficile pour les levées de fonds et pour le capital risque au sens large, mais pas que le capital risque, eux sont très résilients dans l'écosystème de défense et arrivent à se différencier avec nous. Voilà ce qui explique un petit peu la logique qui explique cela. Et bien, on a ce système aussi que vous évoquez, mais de très grande proximité entre le secteur public et le secteur privé. Il y a aussi les organismes type DARPA que l'Europe dont essaye de s'inspirer. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu ce qui nous manque aussi finalement ? Alors la DARPA, c'est un serpent de mer en Europe. On sait que ça fonctionne bien et on a envie de faire la même chose. Au final, la DARPA, c'est pas un budget si important. C'est, selon les années, entre 3 et 5 milliards de dollars. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment être fait. Aujourd'hui, il y a des programmes comme Horizon 2020 qui ont une taille équivalente, si ce n'est plus importante. Le problème, c'est que en Europe, nos programmes de soutien public sont assez morcelés. Il y a énormément de bureaucratie associée pour pouvoir aller chasser ces fonds. Et les Américains sont, eux, plutôt agiles. Et c'est plutôt assez simple et assez bien pensé dans la manière d'allouer les fonds. Je vous donne un exemple. Vous avez mentionné la DARPA. Les Américains ont mis en place en 2015 ce qu'on appelle les Defense Innovation Units. C'est donc le Pentagone qui a mis ça en place. Ce sont en fait, c'est un programme qui est dans plusieurs sites, donc au plus près de l'innovation, dans les hubs d'innovation. Donc il y a un bureau à la Silicon Valley, il y a un bureau à Austin, il y a un bureau à Boston aussi, je crois. Et donc ce sont des gens qui sont là pour identifier les technologies duales, c'est-à-dire qui ont des applications à la fois civiles et militaires, et de les subventionner très tôt. À la sortie de l'université, à la sortie du MIT, de Stanford, et justement de les mettre dans ce continuum de financement vertueux qu'on évoquait tout à l'heure. Ça coûte pas si cher à faire, c'est juste une volonté politique. On n'a pas un tel programme en Europe, et pourtant les Chinois ont le symétrique de ce programme aussi, ce qu'ils appellent en Chine le MCF, le Military Civil Fusion Programme. Donc voilà, on a un instrument qu'on a à la fois déployé, qui est assez bien pensé aux États-Unis, en Chine, et qu'on n'a pas en Europe, qui ne coûte pas si cher, et c'est juste une volonté politique en fait de le faire. C'est souvent là d'où vient le problème. Mais il y a aussi des causes, vous avez parlé des causes conjoncturelles, il y a aussi des causes plus structurelles, la fragmentation des marchés européens notamment. Concrètement, quel est le problème que ça soulève et quelles seraient les solutions pour les contrer ? C'est un excellent point. Au-delà, il y a vraiment deux jambes qui expliquent ce différentiel avec les États-Unis. Le premier, on l'a évoqué, c'est toute l'abondance du capital et le fait de mettre en place ces mécanismes vertueux de financement de l'innovation publique aux États-Unis. Le deuxième, c'est on a une taille de marché aujourd'hui en Europe qui est de 450 millions d'habitants. Les Américains 300, donc a priori c'est un marché qui est plus large, mais qui est morcelé et qui en plus pâtit, je trouve, de plus en plus d'une logique de champion industriel national. On est sorti un petit peu de la logique d'intégration au niveau européen dans laquelle la politique de la concurrence, les politiques aussi d'harmonisation par voie de directive faisaient qu'on créait et on consolidait ce marché européen pour une logique de repli sur le marché national avec la mise en place de plans industriels comme le plan France 2030 ou les symétriques dans les autres pays d'Europe, où clairement l'idée c'est de créer des champions nationaux. Et en fait, cette logique est assez orthogonale de l'idée de créer un marché qui ne serait pas morcelé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a, malgré l'effort de Bruxelles pour essayer d'uniformiser les marchés, il demeure une forme de... Il y a plein de matières qui échappent à ça, dans la législation aérienne, dans la législation à l'image, qui est importante pour traiter les données de l'IA. On parlait du règlement IA et toutes les tractations autour, là où les Chinois ne se posent pas ces questions et sont sur un modèle techno-autoritaire dans lequel ils peuvent processer énormément de données. Donc tout ça, à la rigueur, ça, on peut s'en réjouir, parce que ça fait partie aussi de notre philosophiquement de quelque chose de plutôt noble. Mais au-delà de la réglementation IA, il y a encore du travail sur le terrain de la convergence. Et puis il y a cette logique de plan de politique industrielle verticale avec une logique de champions nationaux et qui a tendance à
à freiner la logique de convergence et de faire qu'on puisse exploiter, leverager, pardon pour cet anglicisme, ce poids de 450 millions d'habitants. Et justement, quel pourrait être un modèle vertueux et efficace de financement européen de l'innovation, une fois qu'on a tous ces éléments? Alors, je pense qu'on a un peu partiellement répondu. Je pense qu'il faut sans doute se dire faire confiance à l'écosystème, y compris à un stade précoce, et se dire la commande publique, pourquoi pas la faire descendre un petit peu plus dans la chaîne de valeur, et se dire que vous avez 28 ans, vous êtes brillant, vous avez un projet, je sais pas, de drone, une start-up qui a déjà un peu levé des fonds, ne pas hésiter à mettre de l'argent public sous forme de commande publique, comme le font les Américains, là où c'est beaucoup plus compliqué à faire chez nous. Il y a l'idée également que dans l'écosystème de capital risque européen, on a, si vous voulez, une certaine frilosité de la part ce qu'on appelle les LP, c'est-à-dire des investisseurs qui abondent les fonds de capital risque, qui sont les assureurs, les fonds de pension, etc. Là où aux États-Unis, cette couche qui se trouve au-dessus des fonds de capital risque n'hésite pas à abonder assez largement les fonds de capital risque. Il y a l'initiative Tibi en France qui a cherché à adresser ce problème en encourageant les asset managers français à ne plus faire que de l'assurance vie, donc à ne plus être si frileux et à investir dans le capital risque. C'est plutôt un succès, donc c'est volonté politique, puisque ça coûte rien à l'État, c'est juste mettre les gens autour de la table et être incitatif. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Les Américains le font depuis des années, mais voilà, ça participe aussi de la maturation de l'industrie de capital risque en Europe. Donc voilà, donc décloisonner aussi les financements et sans doute aussi des politiques, comme on l'a évoqué sur les Defense Innovation Unit, d'identification des technologies duales. On n'a pas au niveau européen, on a le programme Horizon 2020, mais il n'est pas spécifiquement orienté vers les technologies de défense. Donc voilà, ça peut être Et puis j'en vois un dernier, puisque maintenant je réfléchis en même temps, c'est les critères ESG. Aux États-Unis, les critères ESG sont beaucoup moins restrictifs, beaucoup moins suivis par les investisseurs. En Europe, les investisseurs privés sont plutôt des ultras des critères ESG. Or, l'environnement à la fois macroéconomique et géopolitique est assez dégradé. Voilà, il y a des menaces peut-être de durcissement du ton face à la Russie. Et peut-être que cette logique qui est peut-être issue des dividendes de la paix, d'exclure par exemple les industries de défense d'un portefeuille d'investissement, c'est peut-être pas forcément... on peut peut-être trouver quelque chose de plus flexible et de pragmatique, ce que savent très bien faire les Américains. On peut peut-être écarter effectivement tout ce qui est missiles, bombes antipersonnelles, parce que pour des raisons éthiques, ça s'entend. Mais peut-être qu'une technologie duale avec potentiellement des applications militaires qui ne soient pas vouées à faire des bombes et des sous-munitions, c'est peut-être quelque chose qu'on peut regarder un peu plus quand on est un asset manager. Trouver peut-être un meilleur équilibre tout en conservant effectivement ces critères qui sont quand même essentiels pour conserver une partie de nos valeurs et nos principes. On se retrouve là-dessus, je pense pas trop. Non, je suis complètement d'accord. Juste un peu plus de pragmatisme, c'est tout ce que je dis. Oui, absolument. C'est ce que j'essayais de résumer. Merci d'avoir clarifié. Mais en tout cas, effectivement, on voit qu'il y a plein de pistes pour justement renforcer, améliorer ce système d'organisation européenne du financement et de l'innovation, qui ne sont pas forcément juste financières et économiques. Il y a beaucoup, vous avez mentionné beaucoup finalement d'outils d'organisationnel, de gouvernance et une pincée assez conséquente, on espère, de volonté, puisque finalement c'est souvent ça qui fait défaut. Et de goût du risque. Et de goût du risque qui nous manque un peu en Europe, en effet. Merci beaucoup Faisal d'avoir été avec nous ce matin, et on va suivre ces sujets de près d'année après année pour voir ce qui en advient. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, merci.